Le nouvel esprit public, nous sommes à l'école alsacienne, nous sommes le 10 mars, nous venons d'enregistrer notre émission habituelle autour de la lettre du président Macron aux Européens et autour de l'échec du sommet de Hanoï entre le président des États-Unis et le président de la Corée du Nord. Et l'heure est maintenant, ou plutôt la demi-heure, est maintenant à l'échange avec la salle dans le théâtre Pierre Lamy de l'école alsacienne. Qui veut poser la première question? Il y a là, ici, Christian, quelqu'un qui veut poser la deuxième, comme ça on pourra se préparer à vous porter. Je vous en prie. Alors, je voulais revenir sur la tribune d'Emmanuel Macron. Vous n'avez pas évoqué un point qui me semble très important, qui a été écrit noir sur blanc dans cette tribune, c'est la question de la conférence de refondation qui est évoquée, alors sans développement, mais qui, moi, m'a fait penser aussi à une idée de Jean-Pierre Chevènement, qui est lancinante depuis quelques années. Et une autre sous-question, toujours liée à cette tribune, que j'adresserai plus particulièrement à M. Bourlanges, c'est la question de la laïcité à la française. Alors je sais que c'est une singularité qu'on ne peut pas projeter sur tous les pays européens, mais il y a quand même une évocation aussi d'Emmanuel Macron de convoquer les représentants religieux dans le débat européen. Donc ça me pose un petit problème en tant que citoyen et non pas en tant que fidèle potentiel. Merci. Lucille Schmitt. Oui, je pense que sur ce sujet de la refondation, il y a une intuition qu'effectivement la question démocratique est posée au niveau européen. Et ce qui est très intéressant, et ça a été rappelé, je crois, par Jean-Louis et nous autres, si je puis dire, c'est qu'on voit bien que l'aspiration européenne, elle est présente pour cette élection européenne, sans doute plus que dans les précédentes élections. On la sent dans l'air. Et en revanche, on sent aussi déjà une déception par anticipation par rapport à ce que ça va donner. Et on voit bien que même dans notre discussion, le fait d'évoquer le fait que le Parlement européen va vivre des nouveaux rapports de force, et notamment que l'effondrement des sociodémocrates est annoncé par anticipation, et que peut-être donc les libéraux pourraient jouer le rôle de bascule, mais comme l'a rappelé Marc-Olivier, que les Verts pourraient aussi s'associer à cette nouvelle majorité. Cette reconfiguration, elle est intéressante, mais en quelque sorte, elle se dévoilera une fois qu'on aura voté. Et au fond, ce qui est extrêmement problématique dans l'ambiance actuelle, c'est que dès qu'il s'agit d'Europe, le débat prend un tour de débat d'initiés, alors même que nous aspirons à ce que certaines des questions essentielles pour nous soient traitées à cette échelle. Lorsque vous lisez les eurobaromètres, par exemple, sur les questions environnementales, ce que je fais assez régulièrement, ce qui n'est pas une lecture de tous les jours pour tout le monde, on voit bien que l'ensemble de l'opinion publique européenne, tout pays confondu, enfin, vers l'Est, c'est un peu moins prégnant, considère que c'est une question européenne, mais qu'en même temps, il faut changer la nature même et le contenu des politiques menées. Donc comment fait-on pour que le débat européen ne soit pas seulement un débat d'initiés? Et je trouve que c'est sur la question démocratique que la lettre d'Emmanuel Macron pêche le plus. Lorsqu'il s'agit de surveiller les élections avec une agence, la Commission européenne a dit d'ailleurs c'était ma proposition. Ça ne m'étonne pas, la création d'agences pour la démocratie, c'est une proposition de la Commission européenne, c'est pas une proposition digne d'Emmanuel Macron quelque part, ou une conférence de refondation confiée à des personnalités sans qu'il y ait vraiment, avant, une dynamique démocratique qui soit créée. Le sujet, c'est le mouvement et la dynamique, ce que Macron a remarquablement fait pour conquérir le pouvoir en France. Comment est-ce qu'on crée cette dynamique qui permette de changer les institutions et comment est-ce qu'on n'est pas tout de suite dans une approche institutionnelle? C'est aujourd'hui ça la question qui est posée, je crois, au niveau européen. Jean-Louis Bourlanges. Oui, alors, sur la Convention, je crois que Emmanuel Macron est dans une situation difficile comme l'ensemble des dirigeants européens. Aujourd'hui, il y a une espèce de règle implicite qui est qu'on ne doit pas parler de grands principes, de choses abstraites, que pour intéresser les gens à l'Europe, il faut parler des projets. Moi, je ne crois pas du tout à ça. J'ai toujours été sur ce point rigoureusement althussérien. Je crois qu'il faut porter au sein du désordre empirique la rigueur inaltérable du concept, que ce dont souffre l'Europe, c'est un déficit de signification, qu'on ne sait pas qui doit appartenir à l'Union européenne, qu'on ne sait pas ce que l'Union européenne doit faire et ce que les États doivent continuer à faire séparément, et qu'on ne sait pas comment peut fonctionner un modèle démocratique associant plusieurs dizaines de démoïs, comment peut fonctionner une démocratie par rapport à une démocratie comme celle que nous connaissons dans notre République. Mais il est convenu que ces problèmes, on ne les pose pas. Donc on prend des initiatives concrètes et on discute de la peinture des murs, mais on ne discute pas de la façon dont le mur est construit. Et je crois que Emmanuel Macron est sensible à ça. Et donc il se dit, il faut
je ne peux pas dire grand-chose là-dessus. Il ne l'a pas dit ni à la Sorbonne, ni récemment. Mais il faut quand même répondre à cela. Et il propose cette convention. Alors cette convention, je crois que c'est une très bonne idée. La convention pour la Constitution européenne avait très bien fonctionné. Elle n'a pas eu les résultats escomptés parce que tout était soumis à l'accord unanime de chaque gouvernement, l'accord unanime des gouvernements. Donc chaque gouvernement devait donner son accord. Et donc la convention s'est auto-censurée il y a une quinzaine d'années. Mais là, on pourrait imaginer effectivement une convention. Alors, le modèle que propose Macron, je suis assez sceptique. C'est un mélange de l'ancienne convention qui a abouti au projet constitutionnel européen qui a été rejeté par les Français en 2005, de consultations citoyennes comme il a tenté d'en organiser avec un succès quand même assez mitigé il y a quelques mois, et de grands débats tels qu'on l'organise maintenant et qui me paraît dominé par la fameuse phrase du gars qui se jette du 60e étage et qui au 30e dit « jusqu'à présent, tout va bien ». Mais donc, je suis assez sceptique sur les modalités concrètes. Moi, je crois à la démocratie représentative. Je crois qu'une convention associant pour une part des députés du Parlement européen et pour d'autre part des députés issus, enfin des parlementaires issus des différents parlements nationaux, se donnant la peine de réfléchir à ces trois questions, enfin à ces deux questions, puisqu'a priori ceux qui seraient là auraient tous vocation à y être, seraient bienvenus. Alors sur la laïcité, je pense que ça pose, est-ce que les représentants religieux ont ou non à participer à la réflexion? Moi, je ne vois pas pourquoi ils n'y participeraient pas. Ça se discute. Les Français sont très réticents là-dessus. Je pense qu'effectivement, mais ça pose un problème qui est posé dans le livre. C'est ça que je n'ai pas dit tout à l'heure. Dans le livre de Philippe Reynaud sur la laïcité, Philippe est très hostile, enfin très réservé, pas franchement hostile, à une idée que j'ai souvent développée. Il qualifie d'ailleurs il qualifie les gens qui développent cette idée d'un peu naïf, je crois, mais qu'a aussi développé Jacques Le Goff, qui est certainement beaucoup moins naïf que moi, à savoir que la laïcité est sortie du message de l'Église catholique, du message religieux. Et je crois que sur ce point, Philippe Reynaud a à la fois raison et tort. Il a raison dans la mesure où il est exact que jamais l'Église n'a envisagé que le prince soit quelqu'un qui puisse organiser la liberté de conscience, la pluralité religieuse. Le prince tel qu'il était conçu dans l'ancienne Europe, l'Europe du premier millénaire et même du second millénaire, était un prince qui devait défendre l'intégrité de la foi. Mais il a tort, si je puis dire, il n'a pas tort, mais il ne prend pas en compte le fait que l'organisation du logiciel propulsé par la chrétienté, par le christianisme, par l'Église, est un logiciel qui était favorable à l'éclosion de la laïcité, dans la mesure où il distinguait profondément l'ordre temporel, c'est-à-dire l'ordre du pouvoir, l'ordre intellectuel, c'est-à-dire l'ordre de la raison, de la science, du progrès scientifique, et l'ordre du cœur, c'est-à-dire l'ordre religieux, l'ordre de la conscience. Et on voit bien que c'est sans doute l'une des religions, sinon la religion, qui a le mieux pensé cette différence et qui, de ce point de vue-là, est à l'origine de la laïcité. Je crois que c'est comme ça qu'on peut dire les choses. Et effectivement, quand on s'interroge sur les origines chrétiennes de l'Europe, on doit dire, comme Rémi Brague, que la laïcité, la sécularisation, ce sont d'abord des mots qui viennent de l'Église de Rome. Deuxième question. Une question qui est un tout petit peu connexe au sujet que nous avons abordé aujourd'hui, c'est le Brexit. Brexit, on est face à une échéance, on va dire, quand même très court terme, puisque une échéance à 3 semaines. On ne sait pas aujourd'hui ce que c'est le Brexit. On ne sait pas s'il va y avoir un Brexit, s'il n'y aura pas un Brexit. Est-ce que les Britanniques vont-ils participer aux élections européennes ? Nous sommes confrontés dans une situation qui est paradoxale, qui est floue, que nous ne savons pas. Alors c'est un sujet qui est quand même relativement connexe à ce qu'on a dit, au sujet abordé aujourd'hui.
à savoir la lettre d'Emmanuel Macron. Et que pensent les Britanniques par rapport justement à cette lettre? Quelle est leur position? C'est un petit peu la question que j'ai envie de poser. François Bujon. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne sait pas ce que pensent les Britanniques sur quoi que ce soit. Parce qu'en réalité, on ne sait pas ce qu'ils pensent sur le Brexit. Ils se sont exprimés à l'occasion du référendum, mais c'était il y a presque 3 ans, et on voit bien qu'aujourd'hui, ils sont encore incapables de se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent, véritablement. Vous avez raison, l'échéance est le 29 mars, nous sommes quand même le 10, c'est dans 19 jours. On ne sait pas ce qui va se passer le 29 mars, mais on sait quand même que les Anglais ont voté dans un référendum pour quitter l'Union européenne et que le jeu, si j'ose dire, parce qu'il n'est pas drôle du tout, consiste à mettre en musique cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On ne reviendra pas là-dessus, je crois. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas. Il y a tous les jours des déclarations de Madame May, il y a des déclarations contraires qui suivent. La clé est au Parlement de Westminster qui est incapable, pour l'instant, et jusqu'à preuve du contraire, de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Alors nous verrons le 29 mars à 23h59 qu'est-ce qui se passe, ou à 0h le 30. Mais on peut quand même tenir pour acquis que les Anglais ne sont absolument pas mûrs pour participer à un débat du type que vous mentionnez. C'est-à-dire, quelle Europe voulons-nous, quelles nouvelles initiatives, Les thèmes de M. Macron sont des thèmes qui ne les concernent pas. Ils ne vont pas participer à l'élection au Parlement européen. Ça, je crois qu'on peut le tenir pour à peu près assuré. L'élection européenne. Non, ils ne peuvent pas participer à l'élection européenne du mois de mai, de toute façon. C'est sûr. Donc, ils se sont placés d'eux-mêmes en dehors de ce débat-là. Ce qu'ils pensent, ce serait très intéressant de le savoir, mais il faudrait commencer par savoir ce qu'ils pensent de ce qui va se passer le 29 mars. Et ça, ce n'est pas clair. Marc-Olivier Padis. Oui, nous, on aura l'occasion, c'est notre plaisir, de recommenter à nouveau, probablement dans une prochaine émission, ce qui va se passer. Vous disiez, dans le fond, quelle est la signification du Brexit ? Theresa May l'a bien résumé en disant « Brexit means Brexit ». Et comme l'a dit un autre commentateur, « What does Brexit mean? Brexit means ». Qu'est-ce que ça veut dire que le Brexit veut dire Brexit? En fait, on voit quand même 40 ans de philosophie analytique en Grande-Bretagne pour arriver à un débat sur le verbe « signifier » qui ne veut plus rien dire du tout. C'est une situation assez fascinante. Alors c'est vrai que du point de vue du calendrier, on est entre fin mars, probablement ils n'y arriveront pas, mais c'est impossible. On ne voit pas qu'ils participent aux élections européennes, ça n'aurait absolument aucun sens. Et ce que la Commission essaye de négocier, c'est de dire on peut donner un délai, mais à condition de savoir pourquoi. C'est-à-dire quel est l'objectif. Est-ce que c'est une partie de poker menteur jusqu'au 29 mars où Theresa May se dit bon de toute façon à la dernière minute ils n'ont pas le choix, ils voteront mon texte ou pas. En tout cas, moi je dois dire ça m'a un peu ébranlé, c'est-à-dire que quand je vois l'état de décomposition du débat britannique sur l'Europe, je me dis, dans le fond, ils y ont jamais été, quoi. Enfin, ils ont jamais compris le projet. C'est-à-dire, juste après le référendum, je me suis dit, bon, il faut qu'il reste, c'est pas possible, etc. Maintenant, quand je vois le niveau du débat, je me dis, mais c'est pas possible qu'il reste dans l'Europe. C'est la seule solution, c'était qu'il parte. C'est peut-être un peu brutal, mais toute cette affaire montre vraiment l'ampleur du malentendu européen dans la politique britannique. Mais on a un peu l'impression que la définition du Brexit, c'est de chercher un chat noir dans une pièce obscure, mais que la définition de Madame May, c'est de chercher dans une pièce obscure un chat noir qui n'y est pas, et que la définition de l'Europe, c'est de chercher dans une pièce obscure un chat noir qui n'y est pas, et de crier « on l'a trouvé ». Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois que l'allusion à la tautologie Brexit means Brexit, ça confirme vraiment dans l'idée que j'ai toujours eue que la tautologie était la figure bourgeoise du désespoir. et je pense que c'est là... Alors, je crois qu'il faut, en tout cas sur le débat concret, précis, il faut souligner quand même la totale absurdité de la position britannique. Les Britanniques nous disent, c'est eux qui nous le disent, pas nous, on veut vous quitter. On veut créer entre l'Union européenne et le Royaume-Uni une frontière.
On va donc dessiner une frontière. Mais on va dessiner une frontière sur les 9/10 de ce qui nous sépare, et sur le dernier dixième, on ne veut pas créer de frontière. C'est pas vous, nous, on ne veut pas la créer, ni entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ni entre le Royaume-Uni et la République d'Irlande. On ne veut pas, et c'est de votre faute. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse proposer une solution de négociation? C'est comme si les gens vous disaient, voilà, un gars qui... je vais vous installer une alarme, un système de sécurité absolument formidable, il marchera 23 heures sur 24. Et la 24e heure, tout sera ouvert, tous les voleurs pourront entrer. Là, vous créez une zone qui est une zone de totale permissivité, donc qui nie le principe. Alors on comprend très bien qu'ils ne veulent pas de frontières, mais c'est eux qui demandent à sortir. Comment voulez-vous que M. Barnier, si imaginatif que puisse être un Savoyard, propose quelque chose qui réponde aux attentes? Alors là, maintenant, on arrive aux ides de mars, qui est quand même très mauvais signe, en tout cas pour César. Nous arrivons aux 3 votes de la semaine prochaine. Premier vote, on vous refile le plat auquel vous avez dit non il y a quelques semaines, c'est-à-dire l'accord. La réponse de la Chambre des communes sera très vraisemblablement non. Second vote, on vous dit, est-ce qu'on sort s'il n'y a pas de deal? Là, c'est incertain, mais jusqu'à présent, ils avaient plutôt répondu non. Alors, on se dirait, bon, bah, le vote, le troisième vote logique serait de dire, est-ce qu'on rapatrie la lettre de rupture, puisque la Cour de justice nous a expliqué que Madame May avait l'autorisation de rapatrier sa lettre jusqu'au 29 mars au matin. Bon. Eh bien non, c'est pas la question. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on demande une prolongation? Une prolongation, pour quoi faire? Ça n'a aucun sens. Si c'est pour continuer ce qu'on fait depuis 1 an, ça n'a aucun sens. La prolongation n'aurait de sens que s'il s'agissait d'organiser des élections générales au Royaume-Uni ou s'il s'agissait d'organiser un référendum, ce qui n'est pas, me semble-t-il, dans les intentions de Madame May. Je maintiens que Madame May est une personne extraordinaire qui a comme caractéristique d'être absolument ferme sur sa ligne sans avoir de ligne. Question. Merci. Bonjour. Moi, avec donc les élections européennes et les problématiques transnationales que ça amène, j'espère, un petit peu, et donc l'écologie, je me pose la question de la trajectoire vers les accords de Paris et pour qui voter pour qu'on avance vers ça, sachant que pour moi, les écologistes, que ce soit français ou européens, français ou allemands, mettre comme priorité la sortie du nucléaire qui va à l'encontre, à mon avis, d'une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc comment on fait pour avancer vers contrer le réchauffement climatique? Lucile Schmitt. Oui, alors sur la question du réchauffement climatique, ce qui est important, c'est d'abord de rappeler que l'Union européenne, après avoir été très forte sur ce champ, avec le protocole de Kyoto en 1997, etc., est aujourd'hui dans une phase où elle est plutôt en retrait et que, y compris la Chine, est aujourd'hui en train de prendre des options qui sont des options en termes de négociations internationales en 2 ans. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne est quelque part divisée. Vous le savez, les questions énergétiques sont des questions en fait qui relèvent des États, et que les modèles énergétiques nationaux sont profondément différents. Sortie du nucléaire en Allemagne, comme vous venez de le rappeler, là, ce n'est pas une décision prise par les Verts allemands, c'est une décision prise par Angela Merkel quand elle s'est aperçue que l'opinion publique allemande souhaitait la sortie du nucléaire. Production d'électricité encore très majoritairement due au nucléaire en France, et puis question du charbon en Europe de l'Est et aussi en Allemagne. Donc le sujet qui est posé, je pense, au niveau européen, c'est la cohérence qu'on peut avoir entre un rapprochement des options énergétiques suivies dans les différents États et nos positions de négociation. Le sujet de l'exemplarité est un sujet essentiel. Vous avez raison de rappeler que le nucléaire est une énergie qui émet peu de gaz à effet de serre. Après, il y a d'autres questions, la question des déchets, des risques, etc. Mais c'est sûrement pas, lorsqu'il s'agit d'être dans une trajectoire de réduction des gaz à effet de serre comme dans l'accord de Paris, c'est sûrement pas l'ardente priorité. Le sujet, c'est le rapprochement des modèles énergétiques, mais c'est aussi que les États prennent au sérieux
l'expression de cette préoccupation qu'a rappelé Marc-Olivier, aujourd'hui exprimée par des lycéens, des collégiens, sur le fait que la question climatique et de manière plus générale la question écologique, on peut penser quand même aussi à la protection de la nature, de la biodiversité, est aujourd'hui un enjeu démocratique très fort. On pourrait même imaginer que le problème démocratique qui se pose au niveau européen, quelle sera la participation aux élections, est-ce qu'il y aura 50% d'abstention ou plus de 50%, en plaçant la question écologique au cœur, on pourrait susciter un renouveau démocratique. Et ça, pour l'instant, on ne peut pas dire que les différents gouvernements prennent ce sujet très au sérieux. Je crois que c'est l'expression même symbolique très forte du décalage entre l'invocation de la jeunesse comme une jeunesse européenne et qui aujourd'hui se mobilise sur ces enjeux-là de manière européenne, mais qui le fait en interpellant les institutions et pas en imaginant que les institutions puissent intégrer réellement leurs préoccupations. Merci. François Dufault. Une question sur 2 points de la lettre Macron. Au fond, pourquoi la taxe GAFA n'est-elle pas créée dans 24 pays de l'Union européenne qui sont d'accord sur 28 ? Et dans le même esprit, pourquoi l'OFPRA européenne et ce système d'arrêter de faire passer la demande d'asile à des déboutés et ensuite de se refiler les déboutés n'est pas... on ne se met pas d'accord à minima, disons Espagne, France et Malte, et puis au moins 3 sur 28 commencent le bon chemin. Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est assez simple. La première question, 24 sur 28, parce que la fiscalité est un domaine qui se décide à l'unanimité et non pas autrement. Et donc, vous pouvez être 24, si vous n'êtes pas 28, vous restez au logis. Et on peut même considérer que s'il y en a 24, c'est parce qu'une bonne partie des 24 savent que 4 d'entre eux seront contre. Autre chose sur la même question, Marc-Olivier Padis. Sur l'OFPRA, je peux dire un mot parce que on a fait avec Terra Nova et l'Institut Montaigne, on fait ensemble une note pour proposer de réformer le droit d'asile européen, où on propose effectivement la création d'une agence européenne, mais pas une agence qui prendrait la responsabilité, qui unifierait ou qui traiterait elle-même toutes les demandes. Il faut que les demandes soient traitées dans chaque État. Il faut pour ça aligner les standards. Ça veut dire qu'il faut que toutes les institutions européennes soient indépendantes. Par exemple, le BAMF allemand dépend toujours du ministère de l'Intérieur, ce qui fait que quand vous regardez les réponses du BAMF, en fait, vous avez des variations annuelles qui sont probablement liées à des directives données par le ministre de l'Intérieur, ce qui n'est pas le cas en France, enfin au moins depuis une réforme qui a été voulue par Manuel Valls d'ailleurs. Donc il y a ça. Et puis, en fait, effectivement, aujourd'hui, on est dans un système absurde où c'est le pays dans lequel a posé pour la première fois le pied un demandeur d'asile qui doit traiter la demande. En fait, on avait vu le directeur du BAMF, justement, qui nous a dit quand on a voulu envoyer des fonctionnaires auprès de la Grèce pour les aider à travailler, on n'a même pas trouvé le service qui s'occupait du sujet. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème de sous-équipement des pays de première arrivée. Et donc après, il y a un système absurde où quand un demandeur d'asile demande l'asile en France, il faut se tourner vers la Grèce et l'Italie pour demander si c'est chez eux que les gens sont arrivés. Les autres ne répondent pas. On perd plusieurs mois comme ça, ce qui allonge les procédures, ce qui incite les gens à disparaître dans la nature. Après, on crée comme ça de façon artificielle des clandestins. Donc on peut complètement imaginer quand même, disons, un alignement des critères de jugement aussi. Pour aujourd'hui, par exemple, pour les Afghans, vous avez d'un pays à l'autre des variations de 20 à 30% sur les taux de réponse qui n'ont pas de justification apparente. Et de ce point de vue-là, nous, on préconise effectivement de commencer par avancer là entre les pays qui sont d'accord pour améliorer ce système, enfin disons la réponse européenne aux demandeurs d'asile. Sur la taxation des GAFA, je me pose une question qui est, est-ce qu'il n'y a vraiment que le moyen de la taxation ? Je fais une analogie qui peut-être n'a pas de sens, mais il faut se souvenir que contrairement à la légende et contrairement au film, ce ne sont pas les incorruptibles qui ont eu la peau d'Al Capone, ce sont les services fiscaux. Est-ce que de la même manière, il n'y a pas des approches de biais qui permettraient au moins de manifester à ces GAFA qu'elles ne sont pas absolument à l'abri de toute espèce d'intervention. Il me semble, on a avec Jean-Louis Bourlanges, Jean-Louis l'a fait, je l'ai secondé, vanté il y a 15 jours, je crois, un livre, un roman policier paru à Rivage Noir sur
fonctionnement de l'Union européenne, les compromis, et ça m'a paru quand même un roman dans lequel on se dit que il pourrait y avoir à Bruxelles des gens qui ont des idées un peu plus fines que celles de on taxe pas. Je n'en sais rien. C'est en tout cas une question que je pose et peut-être une réponse nous viendra de Bruxelles et peut-être notamment des deux auteurs, messieurs Caligaro et Carder, les deux auteurs de ce roman policier excellent. Je tiens à rappeler, moi j'ai toujours pensé que le sujet fondamental était un sujet institutionnel qui est considéré comme ne devant pas être abordé parce qu'il ennuie les gens. Le problème de la majorité qualifiée est fondamental. Tant que vous aurez des décisions fiscales prises à l'unanimité, vous n'en aurez pas. Vous n'aurez pas de décision réelle, sérieuse. Les seules choses qui ont permis de progresser, ça a été la décision de force des États-Unis qui ont dit aux Suisses ça suffit, le secret bancaire, si vous voulez continuer à avoir des relations financières avec les États-Unis d'Amérique, il faut que vous renonciez au secret bancaire. Et les Suisses, qui sont des gens pragmatiques, ont compris. Bon, nous n'avons pas ce pouvoir. Nous devons avoir effectivement une majorité qualifiée. Je répète toujours ce que disait Pascal Lamy sur un autre sujet qui était le commerce extérieur. Pascal disait, quand j'étais commissaire au commerce et que je discutais avec mon homologue américain, de deux choses l'une. Où je discutais d'une matière qui était régie par le principe d'unanimité, et mon interlocuteur américain me riait au nez, parce qu'il savait que de toute manière, derrière moi, derrière les 28, où il y en avait un peu moins à l'époque, il aurait toujours, les États-Unis d'Amérique auraient toujours 3-4 États dans leur manche qui empêcheraient d'avoir une position anti-américaine. Et en revanche, dès que j'étais dans un système à majorité qualifiée, les États-Unis me respectaient. C'est un problème institutionnel. Simplement, nous sommes devant des Européens, les opinions, mais surtout les dirigeants, qui ne veulent pas accepter le principe de contradiction et qui estiment qu'on peut à la fois maintenir une compétence exclusive absolue des États membres et avoir un pouvoir européen. Non, il faut choisir. Il ne faut pas choisir d'abandonner l'État, mais il faut choisir les domaines où on estime qu'on doit décider ensemble. Mais ce geste ce mouvement de lucidité, ce mouvement qui consiste à regarder les choses, nous est interdit. L'Europe, comme le soleil et la mort, ne se peut regarder en face. C'est ça le problème. Sur le rappel de cette forte pensée, va se terminer ce BADA qui sera mis en ligne dans quelques jours. D'ici notre prochaine émission en public, n'oubliez pas de porter dans le désordre empirique la rigueur inaltérable du concept. À la semaine prochaine. N'étranglez pas votre femme pour autant.